8h18 sur LCI, place à notre invité politique. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et également président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Avant qu'on parle des européennes à proprement parler, juste une question sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, qui se dit prêt à envoyer des avions de chasse, des fameux Mirage 2000, à l'Ukraine. Est-ce que c'est une décision que vous applaudissez ou est-ce qu'à l'inverse, elle vous choque ? Non, d'abord parce qu'elle ne changera pas le cours de la guerre. On ne sait pas combien il y aura de Mirage. Il faut au moins 6 mois d'instruction par rapport à ça. Ça devient un bon signal envoyé. Ça devient des armes offensives, alors que jusqu'à maintenant, et nous l'avons soutenu, nous pensons qu'il faut faire en sorte de donner des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende. Et surtout, ça prive la France, pour finalement peu de choses, d'être à un moment donné une voie pour une issue diplomatique. Parce qu'il faudra bien que la diplomatie finisse par parler. Donc d'un côté, finalement, ça ne change pas vraiment la situation. Et de l'autre, la France est hors jeu pour toute voie, par exemple, qui a commencé à être ouverte, vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, par différents pays du monde. Et la France est en dehors de ça. Donc il faut évidemment soutenir l'Ukraine. Je serai tout à l'heure à l'Assemblée pour recevoir M. Zelensky, mais pas, j'allais dire, au risque de devenir belligérant, de rentrer dans le conflit, parce que ça, c'est, à mon avis, la meilleure manière de provoquer une escalade, qui d'ailleurs ne sera pas dans l'intérêt non plus des Ukrainiens. Donc il ne fallait pas le faire, selon vous, il ne fallait pas annoncer l'envoi de ces avions ? Je vous ai dit, je pense que pour l'instant, il faut rester sur la ligne qui était celle de M. Macron il y a encore 2-3 ans, quand les Russes étaient pourtant aux portes de Kiev. Je vous rappelle, la situation était encore plus dramatique. Mais le conflit a changé aujourd'hui. En quoi il a changé ? Il a changé dans la mesure où les Ukrainiens n'arrivent plus à se défendre face à un envahisseur russe qui, lui, essaye de grignoter du terrain. Macron jour après jour. Estimait qu'il fallait soutenir l'Ukraine, mais en même temps rester dans une situation de ne pas devenir belligérant pour laisser une chance à la paix. Je vous rappelle que, encore une fois, les troupes russes étaient dans les faubourgs de Kiev. C'était donc autrement plus, j'allais dire, dangereux pour le pouvoir, puisque la plupart des gens pensaient que malheureusement, l'armée russe allait s'emparer assez rapidement de l'Ukraine. Donc la situation était pire. Donc la situation n'a pas changé. Ça ne va pas changer le cours de la guerre, c'est quelques mirages, dans plusieurs mois. Mais par contre, je vous dis, ça prive la France d'être un acteur important de l'après. Il faudra bien un après, à moins qu'on souhaite, et je pense que personne n'a intérêt, y compris les Ukrainiens, que tout ça se dégénère dans un conflit généralisé qui, sur le théâtre ukrainien, fera pas le bonheur de ceux qui aujourd'hui sont agressés par la Russie. On va parler des européennes justement, parce que d'ailleurs c'est connexe, vous l'avez dit, il y a Volodymyr Zelensky qui est en France aujourd'hui, depuis hier, vous le verrez cet après-midi. Est-ce que vous faites partie, comme par exemple Marine Le Pen ou Manon Aubry chez vous, qui disent aujourd'hui Emmanuel Macron a utilisé cette séquence des commémorations et de l'avenue de Volodymyr Zelensky justement pour récupérer toute cette séquence à des fins électorales ? Oui, très clairement, et M. Marlex aussi a même protesté sur le fait, en tout cas a émis protestation sur le fait que M. Zelensky vient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est bien qu'il vienne, c'est pas ça le problème, mais à 2 jours des élections, quand on sait que c'est un des sujets des européennes, qu'en plus à chaque fois cela donne la parole à l'exécutif qui pèse de tout son poids dans les élections. Ici, M. Macron, hier sur de toutes les antennes de télé. Aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yael Braun-Pivet, qui va parler sans qu'on puisse ouvrir une discussion après à tous les groupes. Vous voyez bien que tout ça est utilisé. Donc oui, je pense que ce n'était pas le meilleur moment de le faire. Mais malgré tout, il y a urgence. C'est un moment solennel. On l'a vu hier aussi avec la présence de Joe Biden. C'est nécessaire qu'il y ait quelque part une certaine forme de coalition des Occidentaux vis-à-vis de cette cause en Ukraine. J'allais te dire, chaque jour compte. Donc est-ce qu'on aurait dû le repousser de quelques jours, selon vous, après les européennes ? Je pense qu'on aurait dû repousser. Il aurait peut-être même été bien de repousser par rapport aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement et de la victoire sur le nazisme, à laquelle, je vous rappelle, les troupes de l'armée rouge ont absolument été essentielles, notamment avec la bataille de Stalingrad. Je veux dire par là que faire quelque part un parallèle implicite entre la situation vis-à-vis aujourd'hui de la Russie pour l'Ukraine et la situation il y a 80 ans, quand la Russie nous a permis de manière très forte de battre l'Allemagne nazie, je ne suis pas sûr que c'était le meilleur moment. Voilà, moi, je ne fais pas un parallèle. Je réfute l'agression russe. Je m'oppose à la politique de M. Poutine. Maintenant, je me rappelle qu'il y a 80 ans, sans les Russes, sans l'URSS, sans l'armée rouge, il n'y avait pas de victoire contre le nazisme. Et je crois que si, aujourd'hui, il y a un message qui doit prédominer autour du 6 juin, c'est plus jamais ça. C'est-à-dire combattre toute résurgence possible du nazisme, de l'idéologie raciste. Et la guerre, de manière générale. Et ça, c'est la Russie aujourd'hui qui malheureusement menace un peu partout en Europe. Je pense que c'est ça le message principal qui aurait dû être fait. Et je crois qu'on aurait pu attendre quelques jours pour s'engager et réaffirmer notre soutien nécessaire à l'Ukraine.
Alors pour parler de la liste LFI, elle est aujourd'hui, selon bien sûr notre dernier sondage IFOP fiducial pour LCI, elle est à 8,5%. Cette même Manon Aubry qui en 2019 recueillait 6,3%. Vous estimez que c'est un progrès, un peu plus de 2%? En tout cas, je vois que tous les sondages progressent. Je vous dis une chose, je pense que les sondages nous minorent aujourd'hui. Voilà. Et c'est sur le vous attendez à une belle surprise. Oui, je pense, oui. Je vais vous dire quelle est l'analyse que je porte. Il y a 5 ans, je faisais campagne dans ma circonscription, c'est des villes populaires, des quartiers populaires. C'est un de nos électorats avec la jeunesse important. Et très franchement, j'apprenais aux gens qu'il y avait l'élection européenne. Et donc il y a eu une abstention extrêmement forte dans des circonscriptions où pourtant le vote Mélenchon ou le vote de députés comme moi était extrêmement majoritaire. Là, c'est pas du tout ça. Là, on sent bien. Hier soir, j'étais à Blois pour une caravane populaire. J'ai fait il y a pas longtemps un meeting dans ma circonscription en pleine cité. On sent bien que là, il y a des gens qui nous disent vous inquiétez pas, on va venir vous aider. On est là. Donc je pense que ça, les sondeurs ne le voient pas. Il commence à y avoir un frémissement, vous remarquerez, dans tous les sondages, les instituts de sondage qui nous donnent entre 8,5 et 9. Et je pense qu'il n'est pas du tout impossible qu'on fasse un résultat à 2 tours, à 2 chiffres. Je le pense même aujourd'hui, j'allais dire probable. Et en tout cas, je m'adresse à tous les électeurs. Il faut nous aider. Il faut nous aider par rapport aujourd'hui à une force qui défend qui s'oppose au libre-échange, qui propose le partage des richesses et qui en a assez que toutes les richesses soient préemptées par les plus riches détenteurs de capitaux par rapport au travail, qui propose une véritable bifurcation écologique, qui est, j'allais dire, la force la plus ferme vis-à-vis de l'extrême droite et qui enfin défend ce qui a été la NUPES, c'est-à-dire le rassemblement de la gauche sur un programme de rupture qui sera absolument indispensable si on veut battre l'extrême droite en 2027. Voilà, ça c'est, je crois, les éléments qui doivent convaincre nos électeurs d'aller mettre leur bulletin de vote. Il n'y a qu'un tour, je le répète, il y a plein de gens qui le découvrent, il y a seulement un tour, donc c'est dimanche où tout se joue. J'entends que vous vous attendez à une surprise pour LFI justement dimanche prochain. Malgré tout, on a, si on en suit bien sûr les sondages, un chiffre aux alentours de 8,5% pour l'instant. Le RN qui est à 33%. Est-ce qu'aujourd'hui l'insoumission fait encore recette ? Oui, vous savez, les élections européennes, les dernières élections, que ce soit avec France Insoumise ou le Front de Gauche, qui était un peu son ancêtre, on a toujours fait entre 6 et 6,5. Ça n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon, un an après, de faire une première fois 17, puis 22% aux élections présidentielles. Donc je pense que les élections européennes sont une élection aux caractéristiques, j'irais, y compris dans le vote, qui ne préfigure pas ce qui se passe au présidentiel. Pour autant, si effectivement nous faisons un résultat comme je l'espère, on voit bien que ça progresse, vous imaginez bien qu'avec 6,5 des voix, faire 22% aux élections, qu'est-ce que ça nous annonce pour la suite si nous sommes à 9, 10, voire plus au niveau des élections. Et l'extrême droite était déjà très forte. Le problème de l'extrême droite aujourd'hui, pourquoi elle progresse partout en Europe de manière, et c'est ce qui m'inquiète dans la situation, c'est qu'elle est de plus en plus banalisée. On a passé notre temps à repeindre M. Bardella comme un gendre idéal qui est sur TikTok, aussitôt d'ailleurs qu'il s'exprime en général, c'est pour faire des boulettes, que ce soit sur les prix planchers agricoles sur lesquels il s'oppose pendant que le groupe à l'Assemblée nationale du RN est pour, que ce soit sur ses votes au Parlement européen qu'il n'arrive absolument pas à justifier, où son groupe vote pour les accords de libre-échange, son groupe s'oppose et lui-même aux taxations des plus riches. Donc à chaque fois qu'en réalité il débat, j'allais dire qu'il montre en réalité son visage, c'est-à-dire une extrême droite qui, en réalité, sur le plan économique, ne fait guère mieux que le macronisme. Ça, c'est la réalité. Et moi, je crois que ce différentiel aujourd'hui, cette façon de le banaliser, cette façon même pour le gouvernement aujourd'hui d'appliquer une partie du programme déjà du Rassemblement national, ce qui prépare les esprits à se dire, finalement, si même Macron est pour la préférence nationale, si même Macron est pour une politique toujours plus répressive, où on envoie, comme hier, des lycéens qui ont eu le malheur de manifester sur Gaza en garde à vue toute une nuit, sur une cinquantaine cette nuit, finalement, Madame Le Pen, ça sera pas pire. Voilà ce qui banalise l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, c'est pas très étonnant que M. Bardella soit si haut. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, le RN, c'est un bon projet de communication, mais en termes de fond, c'est là que ça pêche. Alors, sur le fond, non. Sur le fond, c'est un programme qui s'appuie toujours sur ses racines, c'est-à-dire sur un fond raciste qui pointe seulement les responsabilités de l'immigration de façon à mieux exonérer tous ceux qui profitent du système, c'est-à-dire les plus riches détenteurs des capitaux. Lui, il n'y touche pas. Et qui, sur le plan économique, je vous le dis à l'Assemblée nationale, je le vois sur tous les plans, que ce soit pour une politique d'austérité, pour une politique qui propose de privatiser à tour de bras, etc. Et finalement, dans la lignée de M. Macron. Donc, j'allais dire qu'on a les deux éléments les pires qui soient, une politique raciste et une politique néolibérale. Mais ça, vous me direz, dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a des crises économiques et sociales, c'est souvent le rôle de l'extrême droite. Et Raphaël Glucksmann, là aussi, c'est une surprise à gauche. Est-ce que c'est celui que vous n'aviez pas vu venir non plus et qui, quelque part, vous enlève des voix mécaniquement ?
Je ne sais pas s'il nous enlève des voix ou s'il enlève des voix plutôt à M. Macron, vu la campagne qu'il fait. Parce que M. Glucksmann, c'est ça, moi je n'ai pas envie d'attaquer M. Glucksmann, mais je remarque une chose, il le dit, c'est qu'il est le candidat qui veut fermer la porte à la NUPES. C'est quoi la NUPES? Ce n'est pas juste l'unité des forces de gauche, c'est l'unité des forces de gauche au service d'un programme de rupture, un programme de gauche, quoi, et qui clôt notamment les années Hollande, qui a été des années où il y a une espèce de filet tiède qui s'adaptait de plus en plus au néolibéralisme et qui d'ailleurs nous a donné M. Macron. Moi, j'allais dire aux électeurs, tous ceux qui sont nostalgiques de M. Hollande, tous ceux qui pensent que la gauche doit s'incarner de nouveau avec ou sans lui dans un programme dont elle a pâti pendant des années, il faut qu'ils votent Glucksmann. Tous ceux qui pensent que la dynamique de France Insoumise, puis de la NUPES aux élections présidentielles et législatives, qui nous a donné quand même presque à portée de main la possibilité d'aller au deuxième tour et d'être une alternative à l'extrême droite ou à l'extrême libéraliste de M. Macron, eh bien, il vote France Insoumise. Les choses sont assez claires. Et M. Glucksmann, de ce point de vue-là, je ne travestis pas sa pensée quand il affirme effectivement, ou comme M. Hollande le soutient, qu'il est pour une alliance de la gauche sur un programme finalement qui revient sur la retraite à 60 ans, qui revient sur tout ce que nous avons apporté de nouveau pendant la campagne présidentielle de 2022. Sauf que Raphaël Glucksmann, il est peut-être un petit peu plus fédérateur, là où LFI a été très radical et qu'au bout d'un moment, la radicalité, ça finit aussi par éloigner une certaine partie des futurs votants. Vous trouvez que M. Hollande, qui n'a même pas pu se représenter au présidentiel, a été très fédérateur en 2022 ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce programme soit fédérateur. Je ne crois pas qu'on fédère la gauche sur le plus petit dénominateur commun et qui finalement fait que sur le plan économique, social, on a bien du mal à la distinguer du clan de la droite. Bon, je ne crois pas que ça soit là-dessus qu'on rassemble. C'est pas là-dessus qu'on peut rassembler les quartiers populaires. C'est pas là-dessus qu'on peut rassembler tous ceux qui s'abstiennent aujourd'hui. C'est pas là-dessus qu'on peut justement faire face à l'extrême droite, parce que le système, l'extrême droite se nourrit de l'idée, j'ai essayé de vous prouver que c'était l'inverse, qu'elle était quelque part anti-système. Si vous présentez face à l'extrême droite finalement une gauche qui se propose juste de poursuivre la politique de M. Macron avec quelques ajustements sociétaux ou un tout petit peu moins de néolibéralisme, franchement, ça ne fera pas l'affaire. Moi, j'en suis absolument convaincu. Je crois que seule une gauche sur une base de rupture pourra en 2027 nous éviter l'extrême droite. Et manifestement, aujourd'hui, M. Glucksmann tourne le dos à ce qui a été ouvert en 2022. Moi, je suis pour réouvrir cette situation. Et donc, je dis aux électeurs que si ils veulent que de nouveau la gauche se rassemble sur un programme de rupture, la meilleure chance est de voter pour la liste de Manon Bry. Sur ce même plateau, il y a à peu près une semaine, Sébastien Chenu du RN s'étonnait qu'on parle de sa formation comme une formation d'extrême droite. Pourtant, c'est le Conseil d'État qui le dit, ce n'est pas nous. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous estimez que vous êtes à l'extrême gauche ? Non, bien sûr que non. Ou est-ce que vous êtes juste à gauche ? Il y a des partis d'extrême gauche, je les respecte d'ailleurs. Et ça n'est pas vous ? Non, nous, écoutez, regardez le programme que nous défendions en 2022. Je pense même qu'il était un peu moins à gauche, peut-être, que les 110 propositions de M. Mitterrand. Est-ce que vous auriez eu l'idée de dire que le programme commun était à l'extrême gauche ? Bon, on a tellement été habitués finalement à une gauche qui fait la même chose que la droite qu'évidemment, quand on revient sur un programme de gauche, ça devient l'extrême gauche. Mais non. Et encore une fois, c'est pas quand je dis ça, c'est pas le fait de pointer du doigt l'extrême gauche, mais nous ne sommes pas l'extrême gauche, nous sommes une gauche digne de ce nom, qui se base sur ses valeurs de partage des richesses, des valeurs appuyées sur les services publics, pour tous les droits fondamentaux, qui assume aussi, c'est une de différence aussi avec M. Glucksmann, que lorsque l'Europe nous impose des directives qui sont contraires au mandat que nous donne le peuple, ou qui sont contraires aux caractéristiques sociales de notre pays, eh bien nous devons désobéir. Voilà, nous sommes cette gauche-là, nous sommes une gauche de rupture, mais la gauche, théoriquement, c'est de la rupture avec le système. Ceux qui disent également dans la gauche de rupture, ce sont les écologistes aujourd'hui. Est-ce qu'il est impossible pour vous de faire revenir les écologistes dans votre giron, par exemple, parce qu'eux, ils cherchent justement quelque part un porte-voix. On était tout à l'heure avec une candidate aux européennes écologistes qui nous disait qu'en effet, elle voyait bien qu'elle n'arrivait pas à percer, ni elle, ni les autres candidats, parce qu'en effet, il manque d'un tremplin. Est-ce que ça pourrait être vous ? Mais écoutez, sur les écologistes, je vous rappelle que nous sommes tellement peu éloignés, nous pensons, sur beaucoup d'aspects, que nous avions proposé une liste
unique de toute la gauche, de toute la NUPES, derrière leur candidate. Donc voilà. Et aujourd'hui, moi je crois qu'effectivement, nous avons beaucoup de choses à faire avec les écologistes à l'avenir, pour peu qu'ils ne versent pas dans ce qu'est en train de faire M. Glucksmann, c'est-à-dire renier finalement le programme qui leur a permis, soit dit en passant, d'avoir aussi un groupe à l'Assemblée nationale. Sinon, on sait très bien que ça n'aurait pas été le cas, que ce soit pour les écologistes, le Parti socialiste ou même le Parti communiste à ce moment-là, et de repartir l'offensive. Donc moi, je suis pour que, après ces élections, de nouveau, nous soyons capables, sur le programme de rupture, de tendre la main et de dire préparons ensemble, renouons avec ce qui a été la NUPES. Mais la NUPES, c'est pas seulement, j'allais dire, une alliance de formation politique. C'est aussi l'idée de rassembler le peuple, de rassembler des militants syndicaux, écologistes et autres, des quartiers populaires et de préparer l'alternative. Moi, c'est toujours ce que j'espère, mais ça passe par un excellent score pour nous donner l'élan de Manon Aubry. Peut-être que l'appel sera entendu par les écologistes aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été